Si vous avez déjà vu notre vidéo sur les samouraïs et les chevaliers, vous en savez sûrement déjà plus sur ces guerriers hors normes qui ont marqué l'histoire de l'Europe. Mais au-delà du mythe, êtes-vous sûr de vraiment connaître les chevaliers qui ont marqué notre histoire ? Je vous propose aujourd'hui de découvrir 3 chevaliers représentant chacun 3 périodes clés de l'histoire de la chevalerie. Nous partirons donc à l'époque du règne de Charlemagne, qui marque le début de la célébration épique des exploits de guerriers inscrits dans la légende, à l'âge des croisades, où les chevaliers partent en Terre Sainte pour défendre la civilisation chrétienne, et enfin durant la guerre de 100 ans et son dénouement lors d'un Moyen-Âge plus tardif qui ne tardera pas à laisser la place à la Renaissance. Si le nom du chevalier Roland nous dit souvent quelque chose, c'est parce que la bravoure avec laquelle il combattit et perdit la vie durant la bataille de Roncevaux a fait de lui l'un des premiers héros français. Comme preuve de sa popularité, encore aujourd'hui, des milliers de personnes se pressent chaque année dans la cité médiévale de Rocamadour pour admirer son épée Durandal plantée dans la roche. Mais sa popularité est surtout due à une œuvre littéraire considérée comme l'ancêtre du roman français, la fameuse Chanson de Roland, écrite plus de 2 siècles après son existence. Cette épopée constitua la première grande chanson de geste en vers de notre histoire, dont on a retrouvé plusieurs manuscrits et qui fut transmise oralement au Moyen-Âge grâce aux troubadours et aux trouvères se déplaçant de château en château pour divertir la cour des seigneurs lors des banquets. Faisant partie de l'ensemble des cycles épiques liés aux premiers carolingiens, et que l'on appelle couramment la matière de France, elle représente une célébration poétique des vertus de la chevalerie comme l'honneur ou le courage, telles qu'elles sont vues au XIe siècle au moment où est consacré l'idéal chevaleresque. On la chante à de nombreuses reprises, notamment avant les combats, comme durant la bataille de Hastings qui permit au Normand Guillaume le Conquérant de devenir le maître de l'Angleterre. Pourtant, le mythe s'est bien entendu autorisé quelques arrangements avec la vérité historique. Et c'est pourquoi il est bien important de distinguer la légende du chevalier exemplaire incarné par Roland du véritable guerrier allié de Charlemagne. Le vrai Roland est en effet indissociable de la grandeur de l'empire de Charlemagne, dont on dit même qu'il est le neveu, et son succès au Moyen-Âge s'explique en partie par la popularité de ce dernier. L'histoire raconte même qu'un jour, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, aurait demandé à ses soldats pourquoi célébrer encore Roland puisqu'il n'est plus de ce monde, ce à quoi on lui répondit, avec une touche d'ironie, qu'il y aurait encore des Rolands s'il y avait encore des Charlemagne au pouvoir. Même s'il se comportait comme un roi tyrannique ayant usurpé le trône en l'absence de son frère, et qui finit même par être excommunié, il semblerait que Jean sans Terre espérait toujours être comparé à Charlemagne. Quoi qu'il en soit, la légende a fait de Roland l'une des figures de proue de la guerre menée valeureusement par Charlemagne contre les Sarrasins en Espagne. Pourtant, le sort tragique qui fut réservé à Roland et à ses compagnons en Espagne est en fait bien plus le fruit d'une succession de bêtises et d'erreurs commises par Charlemagne que la preuve de son génie militaire. La campagne d'Espagne commence lorsque Charlemagne est appelé à l'aide par le wali, c'est-à-dire le gouverneur de Saragosse, qui lui demande de venir l'aider à défaire le royaume de Cordoue en promettant de se soumettre à la tutelle du royaume des Francs. Cette mission paraît très risquée à Charlemagne, qui vient tout juste de conquérir la Saxe. Pourtant, après de nombreuses hésitations qui seront en partie responsables de la perte de son armée, celui-ci finit par accepter d'envoyer une expédition sur place. Après un début prometteur marqué par une série de victoires lors de la traversée des Pyrénées, arrivée à Saragosse, l'armée des Francs a la désagréable surprise de trouver les portes de la ville closes et d'apprendre que celle-ci a changé de gouverneur et que le nouveau est hostile envers eux. Contraint de prendre la ville de force, le roi est dépourvu car il n'avait pas prévu un siège. Et lorsqu'il apprend l'arrivée des troupes d'un émir allié au nouveau gouverneur, il décide de battre en retraite. Malheureusement, le trajet du retour réserve un sort funeste à l'arrière-garde de l'armée, qui, à l'emplacement présumé de Roncevaux, s'engage dans un col si étroit qu'ils ne peuvent avancer qu'en file indienne. Et c'est là que les Vascons, les ancêtres des Basques, en profitent pour leur tendre une embuscade.
Et c'est la première différence majeure avec la légende, qui, elle, nous rapporte que ce sont les Sarrasins qui ont eu raison de Roland et de ses compagnons, sans doute le fruit d'une propagande menée à l'époque contre eux. À partir de là, la légende raconte que Roland, aux côtés du chevalier Olivier, et grâce à son épée Durandal, aurait combattu avec une bravoure sans faille, tout en soufflant sans discontinuer dans son corps pour tenter d'alerter les troupes du roi à l'avant du cortège. Malheureusement, quand Charlemagne revient enfin sur place, il ne trouve plus que les cadavres de ses compagnons criblés de flèches. Et pris de désespoir, il se serait écrié, en serrant son ami mort dans ses bras, qu'il ne se passerait désormais plus un jour sans qu'il ne souffre en pensant à lui. Et voilà en quoi la légende a surtout pris quelques libertés par rapport à la vérité historique, puisqu'en réalité, nul ne sait vraiment comment Roland et ses compagnons sont morts durant cette bataille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et on attribue à Roland la formation d'une brèche dans les Pyrénées qui porte son nom, qu'il aurait creusée en tentant de briser son épée magique lors de la bataille pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Sarrasins. Mais voyant que l'épée était impossible à briser, il l'envoya alors de toutes ses forces dans la vallée, et elle se serait retrouvée figée dans la roche à Rocamadour, des centaines de kilomètres plus loin. Même s'il apparaît donc bien compliqué de démêler la légende de la vérité historique, à une époque où les sources écrites restent de toute façon très limitées, l'héroïsme dont a fait preuve Roland jusque dans sa mort, lui, est intemporel. L'abnégation au combat et le courage constituent sans doute les valeurs essentielles de tout chevalier qui se respecte, comme nous le montre plus de 3 siècles plus tard un autre guerrier célèbre. Le roi anglais Richard Cœur de Lion est, comme son nom l'indique sans doute, puisque le lion est à l'époque associé au courage, l'un des rois du Moyen-Âge qui incarna le mieux les valeurs de la chevalerie comme la bravoure et le sens de l'honneur. Il nous inspire encore dans des œuvres plus modernes, puisqu'on l'a par exemple retrouvé en tant qu'antagoniste du premier jeu Assassin's Creed, où il incarne le chef des Templiers. Pourtant, la vie de celui-ci correspond en réalité bien plus au stéréotype du héros brutal et belliqueux qu'à celui du chevalier romantique et raffiné qui fait la cour aux dames. Si Richard Cœur de Lion nous est encore aussi connu aujourd'hui, c'est certainement parce que son règne est associé à ce que l'on pourrait qualifier d'âge d'or de la chevalerie, mais il est également associé à une époque marquée par des personnages illustres comme le roi français Philippe Auguste ou la reine Aliénor d'Aquitaine, mais aussi des figures de héros légendaires comme le chevalier Ivanhoé ou bien encore Robin des Bois. Cadet du roi Henri II Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, la seule à avoir été reine de France puis d'Angleterre, il hérite de l'Aquitaine et de l'Anjou, alors sous domination anglaise, mais à la mort de ses 2 frères aînés, qui le promettaient au trône, son père le roi, avec lequel il entretient des relations orageuses, refuse de rendre la main. Poussé par son impatience, Richard s'engage dans une alliance avec l'ennemi de son père, le roi de France, Philippe Auguste. Pour la petite anecdote, on raconte même que la dépouille d'Henri II, qui finit par mourir épuisé par ses tractations politiques, se serait mise à saigner du nez lorsque son fils Richard serait entré dans la pièce. Mais bien plus que sa pénible ascension au trône, ce sont surtout ses exploits guerriers, notamment dans le contexte des croisades, qui ont construit la légende de celui que l'on surnomme le roi chevalier. Sur ces 10 années de règne, le roi Richard passa en réalité bien peu de temps sur ces terres d'Angleterre. À la prise de Jérusalem par le sultan musulman Saladin, les croisades prennent une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser le chemin des pèlerins jusqu'à la Terre Sainte, une mission alors remplie par des ordres de chevaliers religieux comme les Templiers ou les chevaliers teutons, mais d'expulser les musulmans hors de Jérusalem. La troisième croisade, qui débute en 1189, est ainsi surnommée la croisade des rois, puisqu'elle voit s'engager ensemble Richard et son allié Philippe Auguste, qui s'emparent au passage de Chypre et dont les relations changeantes vont conditionner la campagne militaire en Terre Sainte. Marqué par les exploits de Richard, qui n'hésite pas à combattre de lui-même et qui voit en la guerre une occasion de prouver sa valeur, cette expédition cache pourtant derrière l'héroïsme militaire une réalité beaucoup plus triviale.
Si la croisade est couronnée de succès 2 ans après leur départ, lorsque la ville de Saint-Jean d'Acre est reprise aux musulmans, pendant ce temps-là, les deux souverains vivent une relation aussi ambiguë qu'orageuse. Partageant le même lit dans le camp d'après les chroniqueurs de l'époque, qui parlent même d'amour entre le maladif Philippe et son flamboyant aîné Richard, leurs rapports sont également marqués par d'incessantes chamailleries. En même temps, des milliers d'hommes qui partent ensemble à l'autre bout du monde et qui dorment ensemble, pas étonnant qu'il y ait eu quelques disputes conjugales. C'est d'ailleurs à l'issue d'une énième dispute entre eux que le roi français, prétextant son mauvais état de santé, mais sans doute en réalité incapable de se remettre de l'humiliation de la perte de sa barbe et de ses cheveux, alors associés à la virilité du pouvoir royal, décide de consommer leur rupture, laissant Richard seul pour tenter de reprendre Jérusalem. Ayant de toute évidence mal digéré le départ de son allié, ce dernier, n'arrivant pas non plus à capturer la ville sainte, trouve subitement judicieux d'exécuter les 1700 soldats de la garnison d'Acre et leurs 300 femmes et enfants. Malheureusement pour lui, Philippe Auguste n'est pas le seul souverain que le colérique Richard s'est mis à dos durant les croisades. Et il est également connu pour ses nombreuses accroches avec plusieurs rois comptant parmi ses compagnons d'aventure, dont le très puissant duc d'Autriche. Faute de victoire militaire décisive et après la conclusion d'un compromis avec Saladin, ses troupes se décident à repartir, mais de retour en Europe, à Vienne, il est fait prisonnier par un ennemi dont le visage lui est familier, puisqu'il s'agit du duc d'Autriche en personne, qui ne lui a visiblement pas pardonné de l'avoir insulté. Il ne sera libéré qu'au prix d'une rançon qui, contrairement à ce que la légende indique, ne sera pas versée par le célèbre Robin des Bois, qui au passage n'a pas non plus gardé le royaume d'Angleterre de la convoitise de son frère Jean sans Terre en son absence, mais par sa propre mère, Aliénor. De retour en Angleterre, un pays qu'il connaît moins que la France, Richard n'est pas au bout de ses déconvenues, puisqu'il a la désagréable surprise de voir que son frère, Jean, règne sur le pays comme s'il était le roi, et qu'il a conclu un traité militaire avec Philippe Auguste au retour de celui-ci, lui cédant une bonne partie des terres normandes. Évidemment, ce retour marque donc le début d'un conflit opposant les deux rois qui auparavant avaient combattu sous la même bannière, et les deux royaumes s'engagent dans une guerre qui ne durera non pas 100 ans, ça sera pour plus tard, mais 5 longues années, et qui permit à Richard de faire construire l'un des châteaux à l'architecture la plus étonnante de France, inspiré de ce qu'il avait vu en Palestine, le majestueux château Gaillard des Andelys. Malheureusement pour Richard, c'est une autre guerre sournoise contre un de ses barons s'étant révolté contre lui qui lui donna une mort inattendue et soudaine. Lors du siège de Chalut, en Limousin, il est frappé d'un carreau d'arbalète, arme pourtant interdite par l'Église en raison de son caractère déloyal, alors qu'il ne porte ni armure ni casque. Triste ironie du sort, le tireur n'est autre que le chevalier Basile, dont Richard, fair-play, avait applaudi la bravoure plus tôt dans la journée. Tel un Achille du Moyen-Âge, Richard enleva aussitôt la flèche de son épaule et refusa les soins que l'on lui apportait. Et sa blessure finit par s'infecter et lui donner une mort prématurée, à seulement 42 ans. Si Richard Cœur de Lion est devenu une figure historique aussi marquante, c'est parce que son règne incarne les meilleurs comme les pires aspects du Moyen-Âge. Une période où la chevalerie et les prouesses qu'elle pouvait engendrer étaient aussi indissociables des nombreuses tractations politiques et des conflits de pouvoir perpétuels qui caractérisaient la période féodale. Un autre guerrier célèbre qui apparut plus de 2 siècles plus tard illustra lui aussi d'une façon extrême dans son existence cette violence banalisée qui caractérisait la vie des chevaliers. Fidèle compagnon de Jeanne d'Arc qui partagea les victoires de la Pucelle d'Orléans, puis monstre sanguinaire considéré par certains comme le premier tueur en série de notre histoire, Gilles de Montmorency-Laval, mieux connu sous le nom de Gilles de Rais, apparaît comme l'un des chevaliers les plus fascinants du Moyen-Âge français. Seigneur de plusieurs territoires en Bretagne, Gilles de Rais a grandi dans l'une des plus grandes familles de la noblesse française. Il rejoint l'armée soulevée par Jeanne d'Arc et participe à la libération des territoires du roi occupés par les Anglais et leurs alliés.
Il participe notamment à la levée du siège d'Orléans en mai 1429, lors de laquelle Jeanne et ses compagnons infligèrent aux Anglais des dommages considérables leur permettant de reprendre la ville, puis les villages alentours où les ennemis s'étaient retranchés. Ces victoires, les premières pour le camp français depuis plusieurs années, leur permirent de poursuivre la libération du territoire occupé par les Anglais en Champagne, et c'est ainsi qu'ils purent libérer Troyes, puis Reims, où Charles VII se fait sacrer roi de France. Lors de cet événement symbolique, Gilles de Rais est même chargé d'aller chercher la Sainte Ampoule, cette fiole contenant un liquide prétendument sacré dont on enduit le front du souverain pour marquer la nature divine de sa fonction. Hélas, cette ambiance euphorique ne dure qu'un temps, puisque quelques mois plus tard, Jeanne d'Arc est capturée par les alliés des Anglais devant Compiègne pour une simple histoire de porte, fermée à la suite d'un couvre-feu, la piégeant hors de l'enceinte de la ville, puis elle est livrée à nos voisins, alors ennemis, britanniques. Profondément marquée par le sort funeste réservé à Jeanne, lâchement abandonnée par Charles VII, auquel elle avait pourtant porté secours, même si celui qu'on surnomme le petit roi de Bourges finira d'ailleurs par se repentir et annuler la condamnation 25 ans plus tard, Gilles se retire alors dans son château en Vendée, mais cette retraite sera loin d'être tranquille. Durant les 10 années qui suivirent, le chevalier se consacre à un passe-temps pour le moins sordide, puisque, s'étant soudainement pris de passion pour l'alchimie, il s'enfonça dans les abîmes les plus sombres de cette discipline, dans l'espoir de percer le secret de la création de l'or, après avoir lu notamment les manuscrits du célèbre Nicolas Flamel. Malheureusement pour les jeunes garçons des villages alentours, le pro-chevalier ne se contenta pas de dilapider toute sa fortune dans ses expériences, puisqu'il en va bientôt à découvrir que les abus et les meurtres d'enfants selon des rites sataniques pourraient peut-être lui permettre d'obtenir les résultats qu'il convoitait. Et c'est ainsi que plus d'une centaine d'entre eux furent enlevés par ses amis et ses valets durant plusieurs années, sans que les parents, souvent des villageois qui exploitaient ces terres, ne puissent s'opposer au seigneur des lieux. C'est finalement une banale querelle avec un représentant du duc de Bretagne, lors de laquelle Gilles de Rais est entré en armes dans l'église durant l'office, ce qui constituait à l'époque un sacrilège impardonnable qui permit de mettre fin au manège funeste qu'il exerçait. À l'origine incriminé devant un tribunal pour ces simples faits, il fut bientôt accusé, afin d'augmenter les charges, ce qui constitue tout de même un comble quand on sait qu'on parle ici de sévices et de meurtres, de la torture et de l'abus sexuel de jeunes garçons, et notamment de sodomie. Il faut d'ailleurs savoir qu'à l'époque, cette pratique constituait le péché le plus grave selon l'Église, qui permettait même de faire gagner un procès. Ce fut notamment le cas lors du procès des Templiers par Philippe le Bel plus d'un siècle plus tôt. Persuadé de ne rien risquer, à une époque où la justice était bien plus clémente envers les nobles qu'envers les simples gens, Gilles n'hésita pas à avouer ses crimes, et bien mal lui en prit, puisqu'on le retrouva quelques semaines plus tard, pendu puis brûlé à Nantes. Bien qu'au Moyen-Âge, les procès se gagnaient ou se perdaient le plus souvent sans preuve, l'histoire finira par les dénicher, puisque 49 crânes humains furent plus tard découverts dans les souterrains d'un de ces châteaux. Le mythe du chevalier sans peur et sans reproche, s'il semble bel et bien avoir été incarné par ces trois guerriers, comporte en réalité une part d'ombre qui, derrière la bravoure, cache souvent des manœuvres politiques obscures ou hasardeuses et une facilité à tuer qui peut parfois s'avérer déconcertante. Quoi qu'il en soit, ces trois guerriers ont, chacun à leur manière, laissé leur marque dans notre histoire et notre culture. Preuve, s'il en est, que les chevaliers, dans leurs meilleurs comme leurs pires aspects, n'ont pas fini de nous fasciner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si vous voulez être sûr de ne pas manquer toutes nos prochaines émissions sur l'histoire et la culture. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt!